C'est à vous. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. À mon tour et rapidement, permettez-moi de vous dire, en mon nom à moi, aussi au nom de Pierre Barry, mon collègue et principal partenaire dans l'organisation de cet événement, merci beaucoup d'être là. Et je pense que la réponse qu'on a eue là et le fait que vous soyez là ce soir et qu'il y aura encore plus de gens demain présage de très bons échanges sur le thème qui nous fascine. Alors, d'emblée, j'y vais en essayant de vous raconter quel a été notre parcours à nous, comme Office de consultation publique, dans l'utilisation du numérique. 2 mots pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Office. Vous savez que l'Office est une institution montréalaise dont la mission est d'informer et de consulter les Montréalais sur des projets, surtout des grands projets, des politiques ou des plans municipaux. Le rapport de l'Office constitue un intrant important dans la décision des élus. Nous existons maintenant depuis 12 ans et ces dernières années, en plus des mandats de consultation prévus en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les élus montréalais nous ont confié plusieurs mandats de consultation d'amont. Et dans notre jargon, ce que ça veut dire, la tâche d'associer les citoyens à l'élaboration de visions et d'orientation d'aménagement du territoire à l'occasion de grands exercices de planification ou de réflexion sur des politiques publiques. L'Office agit donc aussi comme un tiers neutre qui accompagne les citoyens tout en les guidant dans des démarches de collaboration ou de co-construction dans le nouveau langage du numérique. Alors, qu'est-ce qui nous a intéressés, qu'est-ce qui nous a amené à nous intéresser au numérique? Une critique, 2 constats. Une critique qu'on fait souvent des organismes comme le nôtre. Les participants chez vous, c'est toujours les mêmes et vous ne réussissez pas à rejoindre le grand public. Les constats, c'est qu'effectivement, on avait pas mal de difficultés à rejoindre les gens, les jeunes, là, 25 à 35 ans, on ne les rejoignait pas, alors qu'on savait qu'ils discutaient de problèmes qui nous touchaient ailleurs que dans nos salles. Deuxième constat, c'est que le net devient un lieu de discussion de plus en plus effervescence sur des thématiques et des projets qui sont d'intérêt pour nous, et toutes ces discussions-là se passent en parallèle, ailleurs que dans nos salles. Alors, c'est d'abord dans le but de rejoindre plus de gens, d'informer plus de gens, plus de jeunes sur l'existence et les objets de nos consultations qu'on a décidé d'expérimenter le numérique et également, et c'est quand même très important, dans le but de bénéficier de la puissance des outils numériques comme outils de communication plutôt que de les subir. On pourra revenir là-dessus. Alors, pour nous, il faut distinguer notre appréciation des outils numériques pour informer la population, pour générer des connaissances et des idées, prendre position, discuter ou dialoguer. C'est pas pareil. On n'apprécie pas le numérique de la même manière selon ces différentes fonctions-là. Alors, pour informer, je vous le dis tout de suite, pour nous, le numérique est un excellent outil pour informer. On a expérimenté 3 outils pour informer. Notre site Web, les réseaux sociaux et la cartographie numérique. Dès sa création, l'Office a misé sur le numérique avec la mise en ligne de son site Web. Ça peut ne pas paraître très original pour l'époque, c'était en 2002. Et pourtant, le site Web a été et s'avère encore être un instrument clé de première ligne pour nous, pour mettre en œuvre notre mission d'information de façon transparente. C'est un outil qui est devenu indispensable, on ne s'imagine pas sans lui, parce qu'il se confirme comme un élément extrêmement important dans le maintien et le développement de la crédibilité de l'Office et de la transparence de ses opérations. Il a été depuis le début, et sûrement pour beaucoup de Montréalais, encore la porte d'entrée à l'Office, la vitrine de nos activités, un de nos rares lieux où il est facile de retrouver toute la documentation officielle qui a servi à la décision des élus. En 2013, notre site Web a accueilli plus de 30 000 visiteurs uniques. C'est devenu une mémoire institutionnelle numérique qui peut servir aux participants lors des consultations publiques, mais également à tous les intéressés pendant des décennies, puisqu'on y archive toute la documentation rendue publique sur un projet, une documentation qui disparaît souvent de son site d'origine. Alors, c'est amusant parce que même des employés de la Ville souvent nous disent qu'ils viennent sur le site de l'Office pour retrouver certains de leurs documents qui deviendraient utiles dans le cadre d'autres activités, de d'autres décisions que les élus ont à prendre. On s'aperçoit aussi qu'en fin de session de cégep ou d'université,
l'utilisation de notre site augmente de 30 %. Alors, les chercheurs, les étudiants, même les employés de la ville, les citoyens utilisent le site de l'Office. Les réseaux sociaux. C'est en 2008 que l'Office a fait sa première véritable incursion dans le monde 2.0. On s'est doté d'une page Facebook, on s'est inscrit sur Twitter. On a été la première paramunicipale à faire ce choix-là. Et à l'époque, ce geste nous a valu des critiques, de manque de sérieux de la part de certains de nos collègues, de la curiosité de la part de d'autres, et nettement de l'intérêt de la part d'un très grand nombre d'élus qui, eux, avaient déjà, dans certains cas, commencé à interagir sur le web, et d'autres qui étaient intéressés à le faire. Alors, l'inscription sur Facebook et sur Twitter, ça a été notre réponse à la critique dont je vous parlais tantôt. Vous ne rejoignez pas assez de monde, et puis vous ne rejoignez pas les jeunes, et vous n'utilisez pas d'outils puissants. Alors, on a cherché à créer et à animer sur le web une communauté qui était intéressée à suivre les enjeux municipaux à partir de ces médias, ce type de médias, à être informée des possibilités de participation et d'influence, et sensibiliser aux ouvertures offertes par l'Office pour contribuer à bâtir la ville. Les réseaux sociaux nous ont servi depuis à diffuser des connaissances liées au projet ou aux politiques en consultation. Alors, depuis 2008, on les utilise régulièrement. On intervient aussi sur YouTube, et j'imagine que vous voyez à l'écran là, des chiffres, où nous diffusons les vidéos de nos consultations, ainsi que sur certaines autres plateformes. J'essaie de faire un bilan maintenant un peu plus systématique. Je vous ai dit que c'était très positif. Sur Facebook, on a actuellement, depuis 2008, 4 800 personnes qui nous suivent, et ce sont surtout des citoyens qui, à 70 %, ont moins de 45 ans. Donc, on est allé la chercher là, un peu plus, la clientèle jeunesse. Notre audience Facebook a connu une augmentation de plus de 500 % en cours d'année l'année passée. Alors, à quoi attribuer tout ça? On est en train d'essayer de le faire, mais il y a sûrement un engouement pour le numérique qui est quelque part une des raisons qui justifie cette augmentation-là. Sur YouTube, l'Office présente actuellement 87 vidéos, et la clientèle qu'on rejoint surtout, c'est les 45-55 ans qui nous visitent régulièrement et qui viennent voir les vidéos. Ces vidéos-là, ce sont des vidéos de consultation publique, présentation des promoteurs, intervention des panélistes quand on a des colloques ou des forums, et intervention des participants. Alors, ça a permis une augmentation significative du rayonnement de nos activités et de la participation, par exemple à nos questionnaires en ligne et à nos colloques. Le fait qu'on soit sur Facebook et que les gens s'habituent, parce qu'ils devenaient de nos amis Facebook, à connaître, à découvrir les activités de l'Office, ça les a aussi amenés chez nous en salle. Et évidemment, ça nous a fourni une notoriété supplémentaire. Quant à Twitter, ce média en particulier nous a permis d'aplanir les distances avec une clientèle qui apprécie l'échange direct et instantané. Il s'agit surtout de journalistes et de leurs lecteurs, de têtes de réseau et d'influenceurs. Actuellement, on a 1030 abonnés relayeurs, et ils ont eu une utilité démontrée dans le cadre de certains colloques. Quand on a fait le colloque sur la revitalisation de Griffintown, les gens qui étaient dans la salle et qui pouvaient tweeter se trouvaient à projeter le débat à l'extérieur de la salle. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait plusieurs personnes qui, d'abord, à travers les tweets, entendaient ou comprenaient ce qui se faisait et réagissaient. Par ailleurs, notre utilisation des médias sociaux s'est limitée presque essentiellement à la diffusion d'informations. Et aujourd'hui, on utilise systématiquement Facebook aussi pour participer à des offensives d'intérêt public, donc nous tenir en lien avec d'autres organismes. On l'a fait pour la persévérance scolaire, qui est un exercice extrêmement important à Montréal, à l'occasion de la semaine, pour relayer l'info d'organismes qui œuvrent dans des champs semblables à celui dans lequel nous œuvrons. Et ça devient donc un excellent moyen en complément à nos moyens traditionnels. La cartographie interactive. Ça aussi, ça a été une expérience positive, mais c'est beaucoup plus récent, donc on a encore de l'évaluation à faire. Notre premier essai date de 2012, à l'occasion de la consultation sur l'agriculture urbaine. En 2013, on a créé une carte, c'était à l'occasion de la consultation sur le plan de développement de Montréal, où on a présenté sur une seule page tous les projets que la Ville de Montréal
avait inscrit à son plan de développement et on les inscrivait dans le contexte. Alors, donc, les gens pouvaient toucher, là, comment est-ce qu'on dit ça, mettre le doigt sur le projet et voir apparaître des informations supplémentaires. Ça a été un outil jugé très utile par les professionnels de la Ville de Montréal qui étaient affectés au dossier. Et depuis 2013, là, voyez-vous, il y a 925 visiteurs uniques qui, à ce jour, sont allés visiter notre carte interactive et l'ont utilisée. Autre élément important, c'est que la base de la carte, et là, les gens qui s'occupent de technique ici vont comprendre. Moi, j'ai été obligée de me faire expliquer ça, là, mais la base de la carte a été récupérée, entre autres, par des organismes communautaires et a servi à bâtir d'autres cartes qui, elles, étaient plus pertinentes dans le cadre de consultations qui étaient menées par d'autres organismes. Alors, donc, c'est des rebondissements, je peux dire, qui sont très intéressants parce qu'on devient aussi fournisseur de services utiles à la consultation publique faite par d'autres. Donc, en conclusion, pour informer, le numérique offre de puissants outils. Il nous a permis de rejoindre un plus large public, tout particulièrement les 25-45 ans, aussi les communautés culturelles. J'en ai pas beaucoup parlé, mais on s'est rendu compte que c'était l'outil qui nous permettait jusqu'à maintenant le plus de rejoindre les communautés culturelles. Il nous pose actuellement un défi, c'est de fournir de l'information complexe. Tantôt, M. Koopman en parlait. Quand ça devient plus compliqué, là, de faire comprendre des données ou de les mettre en relation, comment est-ce qu'on mâche tout ça pour mettre ça sur les médias sociaux, entre autres, et que ça puisse être réutilisé par des communautés virtuelles de citoyens qui se créent à l'occasion de certaines de nos consultations publiques. Pour générer des connaissances et des idées, à quoi les outils numériques nous ont-ils servi? Il faut que je vous dise au point de départ que pour nous, là, on commence à être plus prudent. Jusqu'à maintenant, chez nous, les données disponibles proviennent du promoteur, du projet en consultation ou d'acteurs institutionnels impliqués, la Ville, la Direction de la santé publique, le Conseil du patrimoine, les comités d'aménagement et d'urbanisme. Et cette documentation-là sert à jeter les bases d'un corpus commun de connaissances qui va servir à porter un jugement sur un projet. Et, personnellement, je crois qu'il est absolument essentiel que les citoyens sachent d'où vient l'information qui forme ce corpus de base de données, qui sert à analyser la nature et les impacts d'un projet. Et c'est aussi essentiel que le citoyen ne soit pas noyé sous une masse d'informations. Vous allez voir, je vais y revenir tantôt. Nous, notre mission à l'Office, c'est de produire ou d'offrir une plateforme d'information et d'influence. Alors, dans ce contexte-là, produire des données, ça entraîne une responsabilité quant à l'exactitude et à la qualité des données. Et jusqu'à maintenant, dans la section des documents déposés sur le site de l'Office, les portes n'ont été ouvertes qu'à ceux qui ont la responsabilité de documenter les projets et qui sont donc imputables pour la production de l'information. Le savoir citoyen y est dans les mémoires. Et on est en train d'essayer de développer là, un outil de recherche qui permettrait, par thématique, de faire un appel de mots dans l'ensemble du corpus qui est archivé sur le site de l'Office, donc dans tous les mémoires qui ont été publiés. Ça pourrait permettre à des groupes de citoyens d'aller voir ce que d'autres groupes de citoyens ont pu dire sur une même thématique ou à l'occasion de consultations sur des projets semblables. Alors, comment on peut faire pour bénéficier encore plus du savoir d'usage et de l'intelligence citoyenne? Il y a une façon qu'on a expérimentée, qui n'est pas vraiment numérique, mais qui est importante, M. Koopman en parlait aussi, c'est les processus de consultation d'amont conventionnels. Ils permettent d'aller plus loin que les procédures de consultation traditionnelles et quand ils sont bien faits, ils mettent en relation les promoteurs, les experts, les groupes de la société civile et ils permettent d'optimiser cette relation-là par l'échange en face à face. Et c'est des moyens plus conventionnels comme des séances, des colloques, des exercices de vision qui sont utilisés pour permettre cette interaction-là. Là, c'est important. La logique qui s'applique à l'intérieur de ces processus est basée sur une division du travail, un partage des rôles, des tâches entre experts, militants, société civile organisée, citoyens. Et les échanges suivent des étapes prévisibles. Donc, les gens sont capables de se retrouver dans les processus. Ils savent à quel moment ils vont pouvoir acquérir des connaissances, à quel moment ils vont pouvoir influencer. C'est très différent de la méthode Wiki, où chacun peut devenir producteur de données et de connaissances et
répondre à un appel à tous à l'aide du net pour constituer une banque. Quelle sorte d'analyse on fait de tout ça? Et nous, ce qu'on se dit, c'est que la génération de données, ça constitue le point de départ d'un processus de consultation et c'est une étape clé pour établir la confiance, se doter d'un corpus commun de données et avancer vers une solution. Le recours au numérique pour générer des connaissances dans le cadre d'un processus de consultation, parce qu'il est en théorie de plus large portée, ne permet pas de faire l'économie de certaines questions vieilles comme le monde, mais fondamentales en consultation publique. Alors, qui peut vraiment participer à la génération d'idées ou de connaissances? Et là arrive la question de la fracture numérique. Comment le citoyen peut se débrouiller devant la masse de données pour comprendre ce qui est en jeu? Qui fait la sélection des données qui vont passer à travers le tamis pour se rendre aux étapes subséquentes du processus, qui vont remonter en haut de la liste et qui vont tout à coup se retrouver à être parmi les 3 ou 4 bonnes idées qu'on va décider de fouiller? À partir de quels critères? À partir de quelle logique? Est-ce qu'une chance égale d'influencer est offerte à tous ceux, au moins, qui vont avoir à vivre avec un éventuel projet? Alors, l'information est-elle vérifiée? Est-elle lisible? Alors, l'utilisation du numérique ne conduit pas nécessairement à des démarches qui, en soi, seraient plus démocratiques ou plus transparentes parce qu'elles font appel au plus grand nombre. Le changement d'outils, de dispositifs permet de rejoindre un plus large public, ça c'est évident. Mais c'est en examinant de plus près en quoi et comment les outils peuvent ultimement augmenter la qualité du débat public et contribuer à mieux résoudre les défis et les problèmes de façon équitable qu'on pourra conclure. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, là-dedans? Quelques intrusions qui ne sont pas avérées des très grands succès. À un moment donné, à l'occasion de Griffintown 1, on avait proposé aux citoyens de se promener dans le quartier et de prendre des photos d'endroits qu'ils appréciaient ou d'endroits qu'ils trouvaient laids. Et de nous communiquer ces photos-là et de nous dire comment ils suggéraient de modifier l'environnement. Alors, on a eu une certaine participation, mais peut-être parce qu'on n'a pas été assez explicite sur la manière de travailler, sur la manière qu'on allait, nous, utiliser ces photos-là. Ça a eu, disons, un impact très limité. Et ça a été un peu pareil avec une activité qu'on a faite en agriculture urbaine. Par ailleurs, je vous le disais tantôt, on a constaté que certaines de nos consultations ont donné lieu à la création de communautés virtuelles, essentiellement des groupes de citoyens qui se sont mobilisés et ont partagé entre eux des données et des connaissances. Et là, il y a eu des gestes importants qui ont été posés, entre autres, à l'occasion de la discussion sur la construction d'une école à l'île des Sœurs ou d'un grand complexe résidentiel à Antique. Alors, pour l'instant, en matière de génération de données, en quoi le numérique, on le considère utile, nous? Sûrement pour mieux visualiser les rêves. Parce qu'avec le 3D, le virtuel devient comme réel. Et les exercices de vision donnent lieu à des scénarios que l'on peut mieux évaluer parce qu'on les voit mieux. Et ça, c'est très important. Alors moi, je vais être très intéressée par tous ceux qui vont avoir à raconter comment on utilise des techniques comme la réalité augmentée, peut-être tout ce qui tourne autour du 3D. Il permet des maillages aussi entre les réseaux virtuels de communautés qui se sont créées. Et donc, des gens qui maximisent les idées et les solutions à des problèmes. Et, on le disait tantôt, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Ça donne aux citoyens un accès à une masse de données, mais il faut être capable de les gérer. Pourrait-on imaginer une étape de crowdsourcing durant un processus d'amont conventionnel? Moi, je dis oui. Si on est en mesure de gérer l'exercice, son interprétation à des coûts acceptables et dans des délais acceptables aussi. Je pense que certaines des personnes de ressources qu'on va entendre demain vont en parler. Toutefois, il faut dès maintenant se poser la question des bouleversements que cela entraînerait dans le partage des rôles et la division du travail. Par exemple, quel rôle attribuer aux experts certifiés par nos universités qui actuellement ont la tâche, chacun dans leur domaine, d'identifier des défis, des problèmes, d'analyser des solutions et d'y répondre à travers leurs compétences? Que deviendraient les organismes de regroupement qui agissent comme des intermédiaires représentatifs, qui ajoutent souvent une réflexion profonde sur des problèmes complexes et qui viennent
faire en sorte que la force du nombre joue dans l'examen qu'on va faire des prises de position et des solutions mises de l'avant. Évidemment, quand un organisme représentatif arrive et est porteur d'une solution qui fait consensus parmi un très grand nombre de ses membres, c'est important. Quel deviendrait le rôle de ces organismes-là dans un univers où les outils de masse dominent? Les architectes commencent à se poser la question, les urbanistes commencent à se poser la question. Et ce n'est pas évident. Alors, j'achève, là, parce que je veux laisser de la place à nos personnes ressources. Pour discuter, pour dialoguer, pour prendre position, est-ce que les outils numériques peuvent nous apporter des choses? Est-ce que nous, on a fait des expériences? Moi, je vous dis, on est très prudent. Plus, d'ailleurs, dans ce cas-là que dans le cas de la génération des idées. On n'a pas expérimenté encore d'outils qui permettent de discuter en ligne. Nos amis Facebook sont plus invités à commenter nos publications ou des sujets de leur choix sur lesquels on est appelé à travailler. Mais on ne met pas à leur disposition d'outils encourageant l'échange. Au contraire, on privilégie l'intervention en salle. Et nos résistances y sont nombreuses. Pourquoi? Parce que l'encadrement de ce qui se dit à l'intérieur des limites de la bienséance et dans le respect des opinions émises demande du temps et de l'énergie. Et on sait, les propos peuvent facilement déborder. La discussion en ligne risque de ressembler plus à une compétition où l'écoute n'a pas beaucoup de place, de par la nature même du médium, qui mise sur l'instantanéité, l'interaction dynamique, plus que sur le déploiement des arguments. La participation d'un grand nombre d'intervenants pourrait compliquer la recherche de pistes de travail aussitôt que l'objet de discussion devient un peu plus complexe. Les opinions extrêmes ont plus de chances de marquer les points de vue parce qu'elles sont souvent plus simples à interpréter, à comprendre. Dans ce contexte, des ateliers, des forums, des séances conjointes de travail présentent l'avantage du face-à-face, aussi de l'interaction réfléchie, qui peut aider à faire ressortir les arbitrages et à les mettre en jeu. Ça se complique encore quand les arbitrages à faire doivent être vus à la lumière d'enjeux présents et futurs. Le numérique ne favorise pas si facilement la mise en perspective du présent vers l'avenir. Et comment générer un sens à travers une masse d'échanges ou d'énoncés plus ou moins autoportants ou au contraire trop sommairement interreliés. La comptabilité sémantique ne suffit pas à la tâche et renvoie un portrait réducteur. Je sais qu'il y a quelqu'un demain qui va parler de l'analyse sémantique. Alors ça aussi, ça va être sûrement très intéressant. Pour prendre position en ligne, on a utilisé plusieurs fois des questionnaires. Et je vous dirais que certains d'entre eux ont été des succès. Mais il faut bien jauger le niveau de questions qu'on va poser. C'est utile, les questionnaires en ligne, ou ça nous a été utile à nous, pour vérifier l'adhésion des citoyens aux objectifs généraux, aux grandes directions proposées à l'intérieur de stratégies sectorielles, ou encore pour sélectionner des priorités ou identifier dans quel sens trancher les grands arbitrages. Mais il faut que ces grandes options-là soient identifiées dans les documents qui arrivent en consultation. Ça devient très difficile de les extraire, parce que là, on peut se tromper, on peut mal interpréter. Et là, il y a un lien à faire entre ce qui peut être fait en consultation publique et toute la documentation qui est produite pour les fins de la consultation publique. Alors, ils sont utiles, les questionnaires en ligne, comme peuvent l'être des coups de sonde. Ça a son utilité, ça a ses limites. On a utilisé aussi un logiciel qui s'appelle UC-City, dont l'objectif était de permettre de commenter des projets et de les visualiser en 3D. Et là, on s'est frappé sur le mur de la fracture numérique. On s'est rendu compte qu'il était compliqué à utiliser, on avait mal donné les consignes. Alors, il va falloir éventuellement revenir là-dessus parce que c'est des outils qui sont intéressants, mais ce n'est pas facilement accessible. Alors, voilà notre parcours à ce jour. Avec Wikicité, on veut vivre avec vous l'expérience Wiki, c'est-à-dire la mise en commun des connaissances, des initiatives, des recherches, les vôtres, les nôtres, celles de nos personnes ressources, de nos conférenciers, de nos exposants, sur le sujet qui nous fascine. Et je pense que votre réponse est très intéressante et ça donne une idée, justement, de la curiosité, de l'intérêt, du désir d'apprendre ou de communiquer les résultats d'approches de démarches ou d'initiatives sur le numérique. Dans le rapport qu'on rendait public récemment sur l'Office, sur le plan de développement de Montréal pour les 2 prochaines années, l'Office a eu l'occasion de présenter aux maires les propositions faites à l'issue de la consultation publique sur la ville intelligente. Ce volet fait aussi référence à un type de participation citoyenne à la gestion de la ville qui présente des avantages.
Alors, même si ça nous fascine, on a tendance à y aller doucement parce qu'on pense qu'il y a beaucoup d'enjeux en cause. Et il y a plusieurs questions éthiques à se poser. D'où l'idée d'en savoir plus et de le faire à travers une démarche ouverte, critique, en évaluant les avantages et les inconvénients des outils qui sont actuellement disponibles. Alors, la soirée s'annonce fructueuse, la journée de demain aussi. Merci beaucoup.